Karim Diallo, sur cette mesure-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il était temps? Oui, a priori, il était temps parce que depuis longtemps, les frais de scolarité ont nagé dans un libéralisme assez exacerbé et il n'y avait pas de la visibilité sur la manière et surtout les critères qui dictaient donc la prise donc, en charge des frais de scolarité au niveau donc, des établissements. Donc, au regard de leurs caractères disparates et variés dans le temps et dans l'espace, les autorités de l'État ont pensé effectivement qu'il fallait réglementer le secteur tout en prenant en compte un certain nombre de considérations. Je précise que c'est un premier décret en date du 3 juillet qui a été pris portant réglementation des frais de scolarité dans les établissements privés, dans les établissements d'enseignement privé. Et donc, ce décret-là prévoyait que pour chaque département ministériel, il y ait effectivement un arrêté sectoriel qui est pris par le ministère de l'enseignement de base, le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'enseignement supérieur, qui sont les 3 départements ministériels en charge de l'éducation au sens large sur le territoire national. Donc, les 3 arrêtés qui ont été pris sont des arrêtés d'application du décret portant réglementation donc, des frais de scolarité. Vous savez bien que le décret est un acte réglementaire, mais il y a des détails opérationnels que le décret ne peut pas prévoir. Donc, le décret a posé la matrice donc, de la matière des frais de scolarité et il a laissé le soin aux différents arrêtés de venir préciser certaines modalités spécifiques en raison du fait que l'enseignement de base est légèrement différent de l'enseignement secondaire qui lui-même est légèrement différent donc, de l'enseignement supérieur. Donc c'est vraiment une volonté de réglementer un secteur qui depuis longtemps n'avait pas fait l'objet donc, de réglementation où chaque acteur faisait à peu près, pas ce qu'il voulait, mais en tout cas où les frais de scolarité n'étaient pas harmonisés. Voilà. Maintenant je précise aussi que dans les différents arrêtés, il y a un certain nombre de critères qui sont prévus pour la fixation donc, des frais de scolarité. On ne va pas tous les énumérer ici, sinon on ne va pas finir. Mais il y a aussi le fait que les frais de scolarité, au sens large, englobent désormais beaucoup de frais. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais de paillasse, il y a les frais de tenue, il y a tous les frais. Pour vous aider, je vais lire l'article 2 de cet arrêté ministériel qui dit « On entend par frais de scolarité le montant total des sommes dues par tout apprenant pour l'obtention du droit de recevoir des enseignements et de prendre part aux évaluations. Les frais de scolarité dans les structures privées d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire comprennent les frais d'inscription, la carte scolaire, l'inscription à la bibliothèque et les frais de contribution en rame de papier. » Tout à fait, parce qu'à l'épreuve de la réalité du terrain, on s'est rendu compte que lorsqu'on vous dit d'amener les frais de scolarité, vous payez, mais après vous vous rendez compte qu'il y a d'autres frais annexes qui viennent se greffer, dont le gouvernement a voulu que sous le vocable frais de scolarité, on puisse ranger l'essentiel des frais qu'un élève ou un étudiant serait appelé donc à payer dans le cadre donc, de ses études. Ça participe, je pense, d'une volonté de clarification, ce qui est très important. Maintenant, il est clair que ça s'applique à des acteurs qui sont aussi des collaborateurs institutionnels des départements ministériels. Il faut que ces textes réglementaires soient davantage vulgarisés pour que les acteurs du secteur privé puissent effectivement en connaître le contenu et pouvoir vraiment les appliquer à la lettre. Je précise que lorsque vous créez donc un établissement d'enseignement, l'enseignement est par nature donc une matière plus ou moins réglementaire parce que ça conditionne la formation donc de l'élite future et donc l'État doit pouvoir regarder un peu dans quelles conditions cette formation est faite. Ali Nana. Merci. Je crois que c'est une mesure qui vient effectivement combler un vide, qui vient rectifier un cafouillage total parce que depuis fort longtemps, tout comme les logements, les frais de scolarité ou la scolarisation au Burkina Faso est un problème crucial. Vous savez, ça vient aussi réparer une situation parce que de par le passé, on croyait quand même que certains Burkinabés avaient accès à un certain niveau, à une certaine catégorie d'écoles ou de collèges pour les formations. Donc, ça vient effectivement planifier ou niveler ces frais de scolarité-là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la qualité a un prix. Nous l'avions souligné par le passé sur le même plateau. Je crois que c'est une mesure très populaire et bénéfique pour la population burkinabé, pour peu que cette mesure-là soit mûrie à sa prise. Et c'est important. Et que cette mesure-là, à sa prise-là, ait effectivement réuni tous les acteurs, tous les décideurs. Parce que le domaine de l'éducation est un domaine assez sensible, tout comme le domaine de la santé. Donc, ça mérite effectivement réflexion, ça mérite planification. Et je crois que si tout ça est mis ensemble, nous pourrons effectivement avoir un enseignement de qualité à un coût moins élevé que ce que nous suivons aujourd'hui. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Vous dites que
la connaissance a un prix et en même temps, vous dites qu'il faut tout mettre au même niveau. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous pensez? Non, il n'y a pas de contradiction possible. Je crois que la qualité, je parlais tantôt de tous les acteurs. Si effectivement ça a été pensé par tous les acteurs, les spécialistes dans le domaine, et qu'effectivement on est arrivé à ce niveau de nivellement des frais de scolarité, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aussi que cette mesure-là puisse remettre en cause la qualité des enseignements. Parce qu'il y a quand même des écoles qui ne peuvent pas effectivement fonctionner sur la base d'un certain niveau de frais de scolarité assez moins élevés. Donc, il faut travailler à joindre non seulement la qualité, et maintenant aussi planifier les frais de scolarité pour permettre à une grande partie des Burkinabés d'avoir accès à un enseignement de qualité. Tout à fait. Et cet arrêté, il est assez clair. Hein? Ce n'est pas un arrêté qui vient dire que tous les frais de scolarité sont les mêmes, quelle que soit l'école. C'est un arrêté clair qui dit que les frais de scolarité sont déterminés en fonction de la zone d'implantation de la structure, du niveau d'investissement et de la qualité de l'offre d'éducation. C'est tout cela mis ensemble qui permet de catégoriser les écoles et de pouvoir fixer les prix. Martin Savadogo. Bon, de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. C'est un début. Et c'est tant mieux. Déjà, il y a un cadre réglementaire qui permet quand même d'encadrer les prix. J'ai un peu parcouru les prix, que ce soit au niveau préscolaire, au niveau des instituts privés d'enseignement supérieur. C'est acceptable par rapport à ce qui se pratique. Le préscolaire, il y a des écoles où c'est incroyable. C'est-à-dire que, non, franchement, plus cher que le supérieur, c'est incroyable. Tout à fait. C'est des prix complètement, c'est fou dans ce secteur-là. Oui. Combien de fois les prix s'envolaient, chacun fixait les prix des frais scolaires comme il voulait. C'était incroyable. Les parents n'ont pas le choix parce qu'il fallait au travail, on laisse les enfants où? Et là, je pense que cette mesure-là vient un peu mettre de l'ordre dans ce tohu-bohu-là. Allez-y. Oui, mais maintenant, il faut préciser également qu'il y a deux catégories d'établissements d'enseignement privé. Il y a surtout les établissements qui sont installés sur la base d'accords bilatéraux qui ne sont pas concernés par ces arrêtés-là. Donc, cela me pose un tout petit problème. Du reste, quand vous suivez le reportage, le cadre supérieur de l'administration a mis l'accent sur l'équité et sur l'accès à l'éducation. Mais il n'a pas parlé de la qualité. Parce qu'on ne peut pas avoir les meilleures choses au prix bas. C'est relativement difficile. Alors, moi, quand je regarde par exemple la formation des ingénieurs, catégorie 3, c'est 1,8 million. Bon, je ne sais pas quel genre d'ingénieur on peut former à ce prix-là. Au même moment où nous disons que nous sommes dans un désert scientifique, on veut former des ingénieurs à la catégorie 3 à ce prix. Ça va rester encore des ingénieurs théoriciens. Je l'avais dit la dernière fois ici, il y a le domaine de la santé et le domaine de l'éducation où l'État est obligé de subventionner les établissements privés, de subventionner les privés. Parce que le privé est confronté à un double problème. Le fait de devoir payer les impôts, parce que le fisc ne regarde pas que c'est un établissement d'enseignement. Le fisc regarde que c'est une entreprise. Donc vous êtes soumis à la rigueur de la loi fiscale et également on vous demande en même temps la qualité. Parce que je pense qu'il faudra à un certain moment que nous nous arrêtions pour regarder quel est le pourcentage de diplômés burkinabés qui arrivent à trouver un emploi. Je ne parle même pas d'un emploi, un stage, dans les 3 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Est-ce que l'objectif est de former en masse pour que tout le monde aille à l'école, tout le monde ait un diplôme, ou bien l'objectif est que tous ceux qui sortent avec un diplôme puissent soit être employés ou puissent s'installer à leur compte. Martin Savadogo, vous avez utilisé un thème assez important et je crois que peut-être c'est l'une des plaies de notre enseignement supérieur, le thème de ingénieur théoricien. Et le problème, c'est que dans certaines écoles supérieures, certains instituts supérieurs, il n'y a pas les équipements pour faire la pratique et pourtant on fixe les frais de scolarité
comme s'il y avait les équipements. Ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipement pour faire la pratique, mais les frais de scolarité sont dithyrambiques. Peut-être que c'est ce type d'insuffisance-là que l'État tente de régler en essayant aussi de plafonner ces frais de scolarité dans les instituts supérieurs. Oui, peut-être, mais nous avons la chance d'être en duplex avec Dacier de Bendouté, qui est aux États-Unis, et qui va vous donner une idée à peu près des frais de Dacier de Bendouté aux États-Unis. Dacier de Bendouté. Oui, merci. Je pense qu'il faut féliciter ces ministres qui sont en train de se battre pour que ce projet-là aboutisse. Et aussi, il faut féliciter les acteurs qui ont accepté le dialogue, de s'asseoir avec le gouvernement pour discuter. Parce que les associations fêtières, toutes ces institutions privées-là, il faut les féliciter parce qu'elles ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'offre éducative au Burkina. Et si on regarde vraiment tous les problèmes qu'on a connus, ils sont à féliciter. Donc, on les encourage à ce dialogue pour pouvoir trouver vraiment des mesures efficaces qui arrangent tout le Burkina Faso. Et ceci dit, avant de continuer, pour votre question, effectivement, ce que le camarade Sawadogo dit, c'est une réalité. La scolarité coûte cher et les établissements, ce qui fait leur particularité, c'est d'abord les bibliothèques et les laboratoires. Donc, ils n'en ont pas pratiquement Dacier de Bendouté. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas, mais ils fixent la scolarité très chère. Voilà, je parle des réalités d'ici. Donc, c'est les bibliothèques, c'est les laboratoires et aussi les voyages d'études et surtout le matériel. Voilà, par exemple, il y a en tout cas des matériels ou même des contacts avec des entreprises déjà qui permettent aux gens d'expérimenter. Maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? Les entreprises ne sont pas en contact avec les institutions scientifiques. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous allez voir des grandes entreprises, mais elles n'ont aucun lien avec une université, un institut ou une école supérieure. Deuxièmement, la question des stages. La question des stages, souvent même, sonne comme de l'exploitation. Des gens vont venir en train de faire des stages, ils font un travail qui est rémunéré, mais eux-mêmes là, on ne les prend pas au sérieux. Maintenant, en termes d'accompagnement, parce que ce que l'État a fait, c'est bien, parce que les tests précisent qu'il faut tenir compte vraiment de l'offre en termes d'infrastructure, la qualité des enseignants et aussi la qualité de l'établissement en termes de laboratoire, de bibliothèques, de salles, de réfectoires, tout ça. Voilà, moi je pense que c'est bien, mais aussi il faut tenir compte de l'offre démographique. Il y a des quartiers aussi où il y a la population en train de vieillir, il n'y a pas assez d'enfants. Donc, l'État aussi doit tenir compte de cette offre démographique pour pouvoir réglementer la formation. Mais, à un niveau donné aussi, il faut que l'État encourage les établissements qui font bien. Et dans cet encouragement, et si vous prenez aussi de façon globale, pour moi, ce que l'État doit faire dans ce contexte, si on aboutit à ces tests, l'État doit prendre une mesure spéciale. Comme je le dis toujours, d'abord, s'il y a des établissements qui veulent grandir leur offre, il faut que l'État ait de l'argent pour les prêter. Prêter 1 milliard, prêter combien de milliards à un établissement, l'État doit être en mesure de le faire. Parce que si l'établissement donne bien, c'est au nom de l'État et l'État même va avoir son nom à travers les frontières. Deuxièmement, il va falloir que l'État aussi essaie de prendre des mesures. Par exemple, quand vous prenez les bibliothèques, aujourd'hui, nous devons être dans une posture où on doit commencer à construire des bibliothèques comme on construit les écoles et les laboratoires. Ce qui va permettre maintenant, dans les villes, dans les campagnes, que même si que ce soit un établissement public ou un établissement privé, il y ait des bibliothèques publiques qui permettent à tout le monde d'avoir accès maintenant à la connaissance ou accès à certaines informations. Et ça relève de l'État. Et pourquoi? Puisque quand vous prenez aujourd'hui, supposons que le camarade Diallo a publié un ouvrage aujourd'hui. Qui doit payer l'ouvrage là pour mettre dans les bibliothèques? L'État ne fait pas ça. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique, on n'a pas d'informations sur nous. Quelqu'un peut écrire même un livre, un bon livre, il est en Afrique. Mais vous partez dans les grandes universités, dans les bibliothèques des grandes universités, les grands instituts, il n'y en a pas. Alors que c'est des bibliothèques publiques. Qu'est-ce que l'État doit faire? Chaque année, l'État burkinabé, pour encourager aussi l'enseignement et la recherche, doit acheter les ouvrages des auteurs nationaux pour les placer dans les bibliothèques publiques, pour les placer dans les bibliothèques afin que les gens exploitent. C'est comme ça qu'on peut avancer. Maintenant, si l'État ne le fait pas, ça va rester, les auteurs n'auront pas les moyens et aussi les établissements n'auront pas les moyens pour les payer. Donc, moi je pense que c'est un gros débat que l'État doit accompagner avec d'autres mesures. Maintenant,
il y a une autre question qui demeure pour l'État. Par exemple, quand vous prenez un établissement comme le Zenda, quand est-ce que Zenda va s'ouvrir? Est-ce que l'établissement est fermé pour de bon ou bien on va ouvrir le Zenda? Donc, pour moi, il faut essayer de revoir aussi sur place qu'est-ce que l'État peut faire pour améliorer déjà les établissements publics et privés. Si un établissement veut un prêt pour pouvoir améliorer ses offres, il y a des universités, des instituts privés qui ont besoin d'argent, mais aller en banque, c'est compliqué. L'État peut dire, bon, moi j'ai débloqué 20 milliards. C'est à la disposition de tous les établissements privés. Merci Dacier. Merci Dacier. Merci Dacier. Ce qu'il faut dire, c'est que ces mesures viennent au moins mettre un peu d'ordre dans une forme d'anarchie dans la fixation de ces frais de scolarité-là. C'est quand même assez bon déjà pour commencer. Et je précise qu'il y a des catégorisations, ce n'est pas que tous les prix sont les mêmes. C'est selon en fonction des zones d'implantation, je le disais, le niveau d'investissement et puis de la qualité de l'offre éducative. Bon, au niveau des zones d'implantation, les structures privées d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire sont déterminées ainsi qu'il suit. Ça dépend. Les communes de Bobo-Dioulasso et de Dougou d'une part, les chefs-lieux des provinces ainsi que les chefs-lieux des communes de Saba, Pabri, Komisilga, Koubri, Tangueda-Souri, Konki-Ipala, Puitenga, Bitou, Garango et de Nyangologo, et puis les zones rurales et les zones non loties des villes. C'est en fonction de tout cela. Il y a aussi l'investissement qui concerne les infrastructures et les équipements et les commodités. Il s'agit des standings des bâtiments à niveau ou à ras le sol, carrelés, plafonnés, vitrés, ventilés, climatisés, l'existence d'une clôture et d'un dispositif de sécurisation, l'existence d'un point d'eau potable fonctionnel, l'existence de latrines fonctionnelles, l'existence d'une source d'énergie, l'existence d'une cuisine pour la cantine, l'existence d'infrastructures et d'équipements sportifs, l'existence d'équipements informatiques, l'existence de jeux intérieurs et extérieurs pour les préscolaires, l'existence de salles de repos pour les préscolaires, l'existence d'un hangar pour les préscolaires, l'existence d'un bac à sable pour le préscolaire, l'existence d'un réfectoire, l'existence d'une bibliothèque et puis l'existence de rampes d'accès au bâtiment. Et puis le dernier critère, c'est-à-dire la qualité d'offre éducative, s'apprécie sur la base des critères suivants: la qualification du personnel enseignant, l'existence d'enseignants spécialisés, l'enseignement effectif des disciplines comme les technologies de l'information et de la communication, l'anglais, les langues nationales ou d'autres langues vivantes, les résultats scolaires aussi, l'existence d'enseignants, éducateurs permanents, les effectifs des élèves par classe, l'offre de formation continue des enseignants et puis la fonctionnalité du conseil de l'école. J'ai fait le tout. Karim Diallo. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est vraiment un tout homogène, prenant en compte un certain nombre d'éléments qui peuvent donc se combiner, qui sont donc contenus dans ces différents arrêtés-là et qui seront mis en œuvre à partir de la rentrée 2026-2027. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'État veillera à ce que l'intérêt général soit préservé. Si au cours d'une année d'exercice, c'est-à-dire en juin 2027, on pourra faire le point pour voir si c'est nécessaire de faire des réajustements. Mais pour le moment, c'est un travail scientifique qui a été fait. Absolument. Et qui a été donc traduit en termes juridiques. À l'épreuve du terrain, on pourra toujours apprécier pour voir si on peut réajuster. Mais ce sont des textes qui sont pris pour défendre les intérêts du peuple burkinabé dans sa globalité. Et puis, faire en sorte que l'enseignement soit de qualité, mais aussi faire en sorte que les promoteurs d'établissements privés puissent continuer donc à se nourrir de leur activité professionnelle, conformément donc à la réglementation. Parce que vous savez que la question des investissements est une question très importante, parce que quand vous êtes un établissement privé d'enseignement, vous êtes obligé souvent de mettre une provision à côté pour pouvoir couvrir les amortissements du dispositif infrastructurel. Parce que comme vous avez une infrastructure, au fur et à mesure qu'elle est utilisée, elle se dégrade. Et à un moment donné, vous serez obligé d'avoir des fonds à côté, des provisions au titre donc des amortissements pour pouvoir prendre ça en charge. Et l'autre aspect aussi, c'est de travailler à ce que ces établissements soient toujours aussi redevables vis-à-vis du fisc, parce qu'ils vont continuer donc à payer donc des impôts. Donc c'est vraiment un dispositif qui est mis en place pour assurer la qualité de la formation tout court dans notre pays. Merci Karim Diallo. Et puis de toutes les façons, il y a des exceptions possibles sous autorisation du gouvernement. Donc le gouvernement ne ferme pas la porte. Les promoteurs d'enseignement privé peuvent toujours négocier et puis voir dans le concret ce qu'on peut faire.